Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 21 janvier 2020. Il est 10h04 minutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très content de vous retrouver. Donc, si vous arrivez ici pour la première fois, vous devez lire l'avertissement sur les risques que je vais mettre en lumière ici. Ah ouais, d'accord, je sais ce qui marche pas, je sais ce qui fait bidoudou, donc ça va être compliqué, c'est mon clavier. Alors attendez, j'ai un petit souci matériel. Donc c'est mon clavier qui ne fonctionne pas et c'est lui qui me fait des alertes depuis tout à l'heure. Alors voyons s'il marche maintenant. Ça y est, donc tout va être plus simple maintenant. Donc vous avez ici un panneau d'avertissement sur les risques que vous devez absolument lire avant que nous commencions cette revue de marché. Si vous venez ici pour la première fois, ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku et elles n'ont pas non plus comme objectif de vous délivrer des conseils en investissement ni des signaux de trading. Alors, Marc me demande si le veto c'est pour moi ou si c'est pour le chat, parce qu'avant d'enregistrer, d'appuyer sur le bouton enregistrement, j'appuyais que j'indiquais que mon chat était malade et que j'avais couru chez le vétérinaire, etc., etc. Bonjour, alors tout le monde. Vous avez aussi, si vous arrivez pour la première fois, un petit panneau de configuration de ce logiciel de webinaire en ligne avec des petites cases et notamment une avec un petit carré. Vous cliquez dessus et c'est là où vous pouvez poser vos questions ou vos commentaires que je lis à voix haute et que j'indique à tout le monde. Donc, et c'est là aussi où beaucoup de personnes me disent bonjour à tout le monde et que je vous réponds bien que je puisse pas le faire avec tout le monde. Donc, bonjour Roberto. Jean-Claude, Marc, Thierry, Ludovic, moi aussi je suis très content de te retrouver. Bonjour, et je te souhaite aussi une bonne année. Bonjour Richie, bonjour Pasic, Pascal, Mathieu, Patrice, Marc, Benoît, Ali Reza, pardon si j'écorche ton prénom. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu, bonjour Anthony, André. Alors là, vous êtes très nombreux, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Edeco, bonjour, bonjour, j'espère que je n'oublie personne. Tony, bonjour, Patrick, bonjour, Christian. On n'a pas les filles qui sont arrivées encore. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je pense que tout le monde a lu l'avertissement sur les risques. On va passer au graphique. Alors, comme d'habitude, je vais faire ce webinaire en deux parties. Vous proposer mon analyse personnelle du marché et puis ensuite répondre à vos questions de demande d'analyse. J'espère en avoir oublié aucune parce que je vous disais ce matin, j'étais un petit peu dans l'urgence, ça arrive un peu, je courais un petit peu partout, donc j'ai peut-être pas eu le temps de bien tout regarder et il n'est pas impossible que j'ai zappé quelques personnes. Donc, on va commencer par les indices. Donc, aujourd'hui, on va se mettre en H4. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce truc DAX? Mini DAX, ah oui, il est trouvé de partout. Ok, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de regarder les graphiques, je les ai regardés un petit peu hier. Hier, c'était très mou et en même temps, c'était très facile de faire du trading range, par exemple, sur le DAX hier, comme je vous l'ai montré, sur le blog et sur Twitter. Donc, je vous remontre une dernière fois le blog. Voilà, ici, vous pouvez lire. Donc, dans la partie blog, j'ai montré hier trading range facile sur le DAX futur. Je vous ai expliqué pourquoi. Vous regarderez, comme ça, ce n'est pas redondant et je ne fais pas de redite. Lorsqu'il n'y a pas de volatilité, à la fois il y a un risque majeur parce qu'il peut y avoir des mouvements brutaux et à la fois quand il n'y a pas ces mouvements brutaux, bon ben le marché il est borné dans des ranges très étroits qu'il est relativement facile de trader. En tout cas, on peut les trader une ou deux fois et donc c'est ce que j'ai fait hier et ça m'a suffi pour ma journée, voire presque la semaine. Donc les indices, il s'est passé quelque chose cette nuit parce que je regardais quand même tout à l'heure. Donc ce que je disais, pardon, je suis un peu désorganisé. Ce que je disais, c'est que je n'ai pas eu le temps pour des raisons variées de regarder les graphiques ce matin. Donc ça tombe bien. Je vais les regarder avec vous comme si j'étais tout seul. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que je procède pour essayer d'établir si j'ai la possibilité de me créer des plans de trading, des scénarios de trading ou pas. On va commencer avec des graphiques journaliers.
en se mettant à la place des personnes qui n'ont la possibilité de regarder leur graphique que le matin ou le soir, et ensuite on affinera pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire en intraday. Avant cela, j'ai quand même vu rapidement qu'il y avait eu ce gap là, et je me suis dit mais c'est quoi ce gap où les prix sont descendus sur le DAX. Alors bien évidemment, moi j'affiche le DAX avec les ouvertures à 8 heures et fermeture à 22 heures. Hein, donc forcément, si vous avez le DAX full, vous n'avez pas ce gap. Mais enfin, c'est exactement la même chose. 13 578 et on est descendu jusqu'à 13 445. Donc un gap de plus de 150 points sur le DAX. Donc forcément, c'est qu'il y a dû y avoir un gap sur... Attendez, je fais du ménage aussi tant qu'on y est. Il y a dû y avoir un gap sur les indices américains. Alors là, forcément, c'est avec les nouveaux horaires, donc on ne le voit pas forcément, mais si je mets sur du 15 minutes, bon voilà, toute cette descente là, donc je me suis posé la question pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit pour que ça puisse... Donc je pense que c'est le reflet des marchés asiatiques. J'ai pas eu le temps de véritablement vérifier, mais mon petit doigt me dit que ça doit être le reflet des marchés asiatiques qui ont ouvert en forte baisse, qui ont fortement baissé suite aux informations concernant l'épidémie du virus, du coronavirus dont on entend parler dans les médias et l'inquiétude que cela provoque sur les marchés financiers. Je ne vois pas autre chose. Peut-être qu'il y a eu autre chose, mais je ne vois pas autre chose. Si vous le savez, vous me le direz dans les commentaires. Alors Marc me dit pourquoi ne laisses-tu pas le DAX tourner en continu? Parce que je pense que les opérateurs de marché sont très nombreux à faire comme moi, c'est-à-dire ils ont laissé le DAX tel qu'il était avant, et puis de toute manière, toute la cotation nocturne que l'on a du DAX avec les nouveaux horaires, de toute façon, se transforme en gap lorsque l'on ouvre le graphique 8h, 22h, et donc finalement l'information est exactement la même. Mais un jour, il faudra que je le fasse. J'ai des habitudes et j'ai toujours un petit peu de mal à changer mes habitudes. D'autant plus que, et par exemple ici, si on avait pris on va reprendre le graphique du DAX, ces niveaux-là, malgré tout, hein, c'est ça qui démontre que je ne suis pas le seul à le faire et que ceux qui font bouger le marché, moi je fais rien bouger du tout, mais ceux qui font bouger le marché le font aussi parce que ces niveaux ensuite fonctionnent parfaitement bien en tant que niveau de support-résistance et c'est quand même beaucoup plus pratique selon moi et beaucoup plus utile pour tracer les niveaux suite aux résistances et aux supports que provoquent les gaps, puisque vous savez que les bornes des gaps sont des niveaux de résistance et de support importants. Donc sur les marchés des indices, donc il y avait de quoi en profiter hier hein, pendant le Martin Luther King Day. Aujourd'hui, nous allons avoir l'ouverture américaine. On va voir comment est-ce que les Américains vont réagir à ce mouvement baissier nocturne. Moi, je vais maintenant basculer sur un graphique journalier. Alors, pardon, hier je faisais je remettais à jour certaines pages de mon site web et donc j'ai fait des petits dessins comme ça. Moi, je suis d'avis de ne pas trader en swing trading les indices, quels qu'ils soient. Cela me paraît complètement casse-figure. Et alors attends, parce que je vais Marc, mais moi je travaille pas avec les stop garanties. Ça c'est les futurs, c'est pas un CFD. Donc avec ce gap du DAX sans stop garantie, on buvait le bouillon, bien sûr, mais en même temps, on ne laisse pas un trade ouvert actuellement sur le DAX ou sur autre chose de façon nocturne. Donc toi, tu as un stop garantie, si tu le fais, c'est bien, mais ceux qui n'ont pas de CFD avec des stop garanties, de toute manière, il est totalement, à mon avis, hein, je dis bien, c'est pour moi, ne le prenez pas mal si vous le faites, il n'est pas pertinent, il n'est pas malin de trader overnight et over weekend les indices actuellement dans la situation actuelle. Dans le sens où, comme nous pouvons l'observer ici sur le graphique du SP500 en daily, la tendance est toujours parfaitement haussière, là il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, le marché est totalement suracheté. Bon là, j'ai caché les stochastiques, mais si on les rajoute, on verra qu'elles sont totalement en surachat et de toute manière, les prix sont beaucoup trop éloignés de la Tenkan-sen qui est à la verticale quasiment. Donc le marché est totalement suracheté, il est sur des plus hauts historiques, c'est complètement aléatoire et difficile de rentrer à l'achat lorsqu'un marché est tellement suracheté après des semaines et des semaines consécutives de hausse, pour ne pas dire des mois, mais là dernièrement des semaines consécutives de hausse. À tout moment, si on achète ce marché, on peut se prendre un gros retracement et à ce moment-là perdre beaucoup d'argent. De la même manière, il est tout aussi
peu pertinent de vendre un marché qui ne sait, malgré les signaux que l'on peut avoir ici et là. Alors j'en entends, il y a des personnes qui me disent oui, mais il y a des divergences dans tous les sens, il faut vendre les indices. Oui, mais il y a des signaux de retournement en chandelier japonais, comme on peut voir ici ce pendu doji, comme on peut voir ici cette étoile filante. Là, ici, nous avons un magnifique doji, et cette configuration, si elle venait à clôturer comme ça, cette étoile du soir que l'on pourrait même, parce que sur les futurs indices, c'est difficile d'avoir le bébé abandonné, mais ça serait proche d'un bébé abandonné. C'est des signaux très baissiers, mais cela ne veut pas dire que ça va forcément retracer, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que les signaux de vente, quels qu'ils soient, de retournement potentiel, quels qu'ils soient, ne fonctionnent pas. Regardez ici ce doji, il aura fallu attendre encore quelques semaines avant que ça fonctionne. Donc à partir du moment où l'on peut observer qu'un indicateur qu'un signal en chandelier japonais de retournement, qu'une divergence pour ceux qui utilisent les divergences ou je ne sais quoi ne fonctionne pas, on ne se risque pas à vendre quelque chose qui ne sait que monter. Et si on n'est pas dedans, ce qui est mon cas, on ne l'achète pas non plus parce qu'on sait que malgré cela, à tout moment, ça peut dévisser. Donc on attend sagement que les prix reviennent sur la borne basse du canal haussier ou sur la Kijun-sen, et à ce moment-là, en swing trading, on pourra se mettre à l'achat, mais à rien ne sert de continuer à vendre les plus hauts. Donc vous le savez, ça fait des années que ça dure, ça fait des mois que ça dure. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui disent tout le temps faut vendre, faut vendre, faut vendre. Ces gens-là doivent perdre beaucoup d'argent. Regardez, le doji ici n'a absolument pas fonctionné. Donc lorsque l'on observe un doji ici qui ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que celui-ci fonctionnerait davantage? C'est une question de récurrence et d'observation. Et l'analyse technique d'un graphique en chandelier japonais. Donc, il y a des gens qui vendent, qui vendent, qui vendent, qui vendent. Et puis, si aujourd'hui, ceux qui sont en train de vendre ici, le marché venait à retracer de quelques centaines de points jusqu'à la Kijun-sen, ils crieront victoire sur les réseaux sociaux sans nous avoir auparavant expliqué tout l'argent qu'ils ont perdu en vendant cette tendance qui ne sait que monter. Donc, dans ces circonstances, et pour les raisons que je viens d'évoquer, je ne travaille pas en swing trading les indices. En intraday, cela me paraît compliqué aussi parce que le risque qui existe en swing trading, il existe en intraday, dans le sens où même si on a de bons signaux d'achat ou de vente en intraday, à tout moment, c'est tellement tendu, l'élastique est tellement tendu que je peux vous le garantir, pour ceux qui ont de l'expérience en trading, c'est très dangereux à faire. Après, si vous travaillez des CFD avec stop garantie, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas mon cas. Malgré tout, on peut quand même, pour ceux qui veulent absolument en découdre avec les indices en intraday, on peut quand même regarder ce que ça donne sur un graphique H4. Donc le graphique H4 ici montre une série. Ici, ça fonctionne un petit peu mieux. Vous voyez, pour le retracement, montre une série de chandeliers de retournement, une configuration en haute vague constituée de plusieurs doji, étoiles filantes, etc. Le tout suivi par un avalement, un léger retracement. Et là, on a une configuration en 3 méthodes descendantes et non pas ascendantes, mais qui vient se stopper ici à quelques points près de la Kijun-sen. Donc, on pourrait éventuellement attendre un repli sur cette Kijun-sen pour continuer à parier, puisque là, c'est plus du trading, c'est du pari, à parier sur le fait que ça va continuer de progresser, puisque ça fait des semaines que ça dure. Mais selon moi, ce n'est pas pertinent. Et on ne vend pas sous une Kijun-sen. C'est une règle pour ceux qui utilisent l'Ishimoku Kinkoyo. Donc, on va voir ailleurs, puisqu'un H4, il n'y a rien à faire. Lorsque l'on descend sur le graphique horaire, nous avons une configuration intéressante, puisqu'ici, suite à l'essoufflement que nous venons d'observer sur les unités de temps supérieures, bien évidemment, se produit le twist du nuage sur cette unité de temps qui est le H1, et à partir du moment où le twist du nuage apparaît, nous savons que la probabilité pour que le marché rentre en dérive latérale est importante, et cela nous permet de tracer notre dérive latérale avec la zone d'équilibre constituée par la SSB. J'aurais pu aligner la borne basse de mon range ici sur la clôture, les niveaux de clôture de ces chandeliers, mais je tiens compte aussi des niveaux de support résistance qui sont ici, qui sont tout à fait importants. Et donc les personnes qui veulent absolument trader les indices peuvent tenir compte de cette configuration pour à la fois acheter sur la borne basse du range avec des chandeliers de retournement et des ressauts,
pour viser, un, la zone d'équilibre si le ratio leur autorise, hein, de 2 pour 1 minimum, 2, la borne basse. Ceux qui ne souhaitent pas trader ce range peuvent éventuellement attendre que les prix cassent le range par le bas et ensuite, après pullback, aller chercher par exemple des droites que l'on aura déterminées sur les unités de temps supérieures, comme vous savez que l'on pratique avec l'Ishimoku. Ceux qui peuvent aussi continuer à ne vouloir trader que dans le sens de la tendance malgré la surtension dont je parlais tout à l'heure, attendront à ce moment-là que les prix cassent la borne haute du range, le throwback, et rentreront à l'achat pour continuer dans le sens de la tendance et continuer à battre des plus hauts historiques, mais cela comporte un haut niveau de risque tel que je l'ai expliqué précédemment. Moi, personnellement, je n'en fais rien. Si on analyse le Dow Jones, puisque ça fait partie des demandes qui m'ont été faites, donc forcément le Dow Jones ressemble beaucoup au SP500 puisque tous les indices sont drivés par le maître étalon qui est le SP500. Donc là, nous avons notre range, etc. Vous voyez, avalement, doji, ressaut sur la borne basse. On peut tenter des achats, mais moi, je ne le fais pas. Donc tout cela nous conduit à observer le DAX. Donc je reprécise que je suis sur le futur. Donc il y a peut-être un décalage de cotation avec vous, ce que vous avez. Là, ici et maintenant, je suis à 13 475 points. Il est possible que sur les CFD, nous ayons un décalage qui peut aller entre 5 et 20 points en fonction des CFD. Donc, quand il y a décélération des indices américains, quel que soit, bon là c'était les indices asiatiques pendant la nuit, donc forcément tous les indices se suivent et en général on suit le SP500, donc forcément ça dévisse ici aussi. Si je reprends mon DAX en journalier, donc là je le fais vraiment pour vous, hein, parce que moi je sais déjà que je ne traderai pas les indices. Donc a priori, j'ai même pas besoin de les analyser, puisque je sais que pour les raisons que je viens d'expliquer, je ne les traite pas. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui le font, je m'en charge aussi. Nous avons ici le DAX en journalier, avec des chandeliers ici qui sont clairement des chandeliers d'hésitation. Hein. Nous avons ici couverture en nuage noir, nous avons ici une toupie, nous avons ici un pendu, nous avons ici un doji, nous avons ici un doji, et puis ça remonte, vous voyez, comme quoi les chandeliers de retournement en ce moment ne sont pas terribles. On casse un plus haut hier en séance, malgré le Martin Luther King Day, et là, maintenant, nous rentrons à nouveau dans cette zone d'hésitation que l'on pourrait très bien utiliser pour tracer ici une dérive latérale. Si on bascule sur le H4, on s'aperçoit que cette dérive latérale ici, vous voyez, là, d'ailleurs, vous voyez, tu parlais des bornes, des gaps, Marc, tout à l'heure, on voit bien ici le gap, hein, on voit bien ici comme le gap est le niveau de support qu'il faut surveiller, hein, et un petit peu plus bas ici la mèche de ce chandelier. Et puis ici, nous avons un gap à nouveau qui vient s'écraser sur la Kijun-sen. Quoi faire de cette information? Franchement, j'en sais rien. Je le laisse aux gens qui sont plus experts pour moi pour trader le DAX en intraday. Et puis dans les conditions actuelles, franchement, j'insiste sur le fait que ça ne sera pas mon choix. Donc ici, nous avions eu la cassure hier de la dérive latérale que j'évoquais en début de webinaire. Hein. Puis vous voyez ici, ça, suite à ce qui s'est passé durant la nuit, ben, on re-rentre à l'intérieur. On est pile poil sur la zone d'équilibre. Et nous savons que la zone d'équilibre est une zone qui ne se trade pas. Donc éventuellement, on peut trader ici si les prix reviennent chercher cette borne avec, attention, un stop qui devra obligatoirement être mis sous la mèche la plus basse ici. Et si ça casse ici par le haut, bon, c'est très risqué, mais on peut aller chercher quelques points à 13 587 et au-dessus des 13 587, si le SP500 lui-même casse ses résistances intraday actuelles, à ce moment-là, rentrer en position. Mais j'insiste sur le caractère extrêmement risqué de cette opération. Donc moi j'aime bien trader le Forex, donc avant d'aller regarder des actions, je vais passer maintenant à l'euro USD. Et je ne sais pas ce que fait l'euro USD aujourd'hui, je ne l'ai même pas regardé hier, donc je vais le découvrir en même temps que vous ici, et je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes analyses en 2 temps 3 mouvements. Il me faut pas beaucoup de temps pour savoir si j'ai la possibilité ou pas de construire des plans de trading. Et d'ailleurs, c'est un sujet intéressant sur lequel on va revenir tout à l'heure, parce que j'ai eu une question d'un monsieur qui me dit qu'il a beaucoup de temps et que donc il s'impatiente à attendre en H4 et qui veut trader en M15. Mais bon, voilà, ce n'est pas le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est on entre quand on a des opportunités, puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On n'entre pas, on ne trade pas. On peut passer de nombreuses journées sans trader, c'est pas
un problème. La plus-value se fait sur une année. Et sur une année, déjà, si on arrive à faire 15, 20, 25, 30% de plus-value, de toute façon, on bat absolument tous les placements possibles et imaginables. On se suffit de cela. Et pour faire 15, 20, 30%, ce qui est déjà beaucoup en tant que plus-value annuelle, il n'est absolument pas nécessaire de trader tous les jours. On peut même avoir des semaines où l'on ne trade pas du tout, puis d'autres semaines où il y aura 2, 3 opportunités de trading. Le trading n'est pas absolument vouloir trader tous les jours. Ici, nous sommes sur l'euro USD journalier. Donc, qu'est-ce que me raconte le graphique de l'Ishimoku? Le graphique de l'Ishimoku me raconte que les prix ont du mal à rentrer dans une tendance. Ici, nous avons eu un morceau de tendance baissière, hein, vous voyez ce repli qui est ici. Puis ici, nous avons une dérive latérale, le nuage qui est complètement à plat. On vient casser un plus haut par rapport à la dérive latérale précédente, donc forcément, ça refait monter les lignes de l'Ishimoku. Mais on ne peut pas décider, on ne peut pas dire que ce mouvement comme ça orienté à la hausse du nuage représente une tendance haussière dans le sens où la SSA se réécroule et la SSB se met complètement à plat. Donc si on observe l'action des prix et rien que l'action des prix, on voit que nous avons un point haut ici qui correspond à ce point haut ici et qui nous permet de tracer notre résistance. Où est-ce qu'elle est ma ligne de... Bon, je sais pas où j'ai foutu ma ligne. Bon, j'ai dû bidouiller encore un truc. Voilà. Hop, donc on trace notre résistance. Et alors en bas, nous avons certainement une résistance horizontale ici. Voilà. Et en attendant, nous avons une ligne chartiste comme cela, qui forme un triangle. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ici et maintenant? Eh bien écoutez, pas grand-chose. Puisque acheter sur ces niveaux ne me paraît pas pertinent parce que d'un point de vue purement de l'Ishimoku, tant qu'on est sous la résistance des 1, 11, 20, c'est très difficile d'envisager un achat. Vendre sous le plat Kijun qui se trouve ici à 1,10, 80 et l'on voit bien que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, on voit bien que l'analyse technique ne nous permet pas de faire grand chose sur l'euro USD parce qu'on voit bien, on n'est pas stupide, que ici, les prix ne passent pas ce niveau de l'Ishimoku, qui plus est cette ligne de tendance. Donc la seule chose que l'on pourrait envisager de faire sur l'euro USD, c'est attendre soit que les prix repassent au-dessus de ce plat SSB, qui coïncide avec ce plat SSB, et à ce moment-là, on pourrait rentrer pour revenir chercher la Kijun-sen ou revenir chercher le haut de cette dérive latérale, mais c'est franchement pas une opportunité, un plan de trading à forte probabilité de réussite, ou bien attendre que les prix et la Chikou-span cassent cette ligne de tendance. Par exemple, ici en intraday, on pourrait venir chercher ce niveau de SSB. On va regarder sur les unités de temps inférieures ce que ça donne. Mais avant de pouvoir venir chercher ce niveau de SSB, il faut que les prix aient réussi à casser ces niveaux de support. Vous voyez, à la fois chartiste et à la fois le l'Ishimoku. Donc pour le moment, c'est pas fait. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Donc ça sert à rien de perdre du temps. On bascule sur une unité de temps inférieure, par exemple le H4, qui nous permet encore d'envisager à faire du swing trading. On ne peut plus véritablement parler de range ici, hein, parce que ça ne correspond pas à nos critères habituels de l'Ishimoku, dans le sens où le nuage se réoriente à la baisse et à la fois vient bloquer sur ces niveaux de support. Donc il faut vraiment qu'on franchisse ces niveaux de support ici pour pouvoir éventuellement envisager d'aller chercher les 1,1030 avec ce niveau intermédiaire de plat SSB en extension à 1,1050. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc quand il n'y a rien à faire, écoutez, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de se lamenter et de vouloir trader quand même à tout prix. Vous voyez, le H1 ne nous permet pas de faire beaucoup plus. Donc bon, voilà, terminé pour l'euro USD, il n'y a rien à faire. Donc je vais aller plus vite maintenant. Le NZD USD, voyons voir. NZD USD en daily, on remonte, on repasse sous les niveaux de Kijun-sen ici. C'est survendu, c'est trop tard pour vendre. Puis de toute façon, vendre quoi? Puisque ici, nous avons des niveaux de support hein, de l'Ishimoku. Regardez, un plat Kijun aligné à un autre plat Kijun qui est lui-même aligné à ce plat SSB et qui, si je trace une droite en extension ici, alors elle va être fine, on va pas voir grand-chose, mais on voit bien que ma droite en extension ici joue parfaitement son rôle de support. Maintenant, on va pas acheter un truc qui est en train de baisser non plus. Donc, à dégager, il n'y a rien à faire.
On bascule éventuellement sur du H4 pour voir s'il y aurait quelque chose de plus confortable à faire. Donc nous avons bien un twist ici de l'Ishimoku, un nuage qui se met à plat. Nous avons une petite dérivette latérale ici, mignonnette. Hein, les prix viennent taper sur ces niveaux. Attention, il y a un niveau de support ici un tout petit peu plus bas. Donc la sagesse voudrait qu'on aligne notre borne bas. Si on doit le faire, hein, c'est même pas sûr que. Donc là, la probabilité pour que les prix reviennent chercher ces niveaux, c'est pas mal, mais vu la configuration qu'on a vue sur les unités de temps supérieures, c'est trop tard pour vendre. S'il y avait eu à vendre, il aurait fallu le faire ici. Là, pour le moment, c'est trop tard. Et acheter, tant qu'on n'a pas atteint les supports ici et que les supports ne réagissent pas, ça n'est pas pertinent non plus. Donc en intraday, si je regarde le H1, je m'aperçois que j'ai mes niveaux de support ici. Donc bon, les plus intrépides, les traders qui veulent absolument trader et qui n'ont pas la patience d'accepter ou d'attendre qu'il n'y a rien à faire sur cette paire, pourront éventuellement trader ce niveau. Mais là, vous voyez, les niveaux que l'on a tracés jouent parfaitement leur rôle. On est en bas, on est sur support. Donc à partir du moment où on est sur support, bah, ça sert à rien de vendre. Et de là à dire que ça va remonter alors qu'il y a encore des supports à aller chercher, je vois pas où sont les probabilités de réussite là-dedans. Donc je bascule sur AUD-USD qui à mon avis doit raconter la même chose. Attention parce que l'AUD-USD est très sensible à ce qui se passe en Chine. Donc j'avais tracé ce rectangle il y a un certain temps. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc là les prix sont totalement survendus. Ils sont sur des niveaux de support aussi. Donc la seule chose que nous pourrions envisager de faire ici sur l'AUD-USD, c'est d'envisager des achats puisque nous voyons bien que nous avons ici un niveau de support. On est sur un graphique journalier qui n'a pas été franchi depuis 1, 2, 3, 4, bon, plus tous ces jours où il y a eu une espèce de rebond, puis toujours pas maintenant. Alors s'il est franchi, il va certainement nous donner un signal de trading, par exemple, pour aller chercher cette première zone ici en extension. Non, même pas. Ouais, c'est compliqué, je dirais ici, mais alors vraiment un peu tiré par les cheveux. Le graphique journalier ne me dit pas grand-chose. Je jette un œil sur le graphique hebdomadaire pour voir. Je suis pile poil sur le niveau de Kijun-sen, en train de le travailler. Ici, la survente est puissante. Compliqué en ce moment de trouver des plans de trading. Ça fait partie du trading. Il y a des semaines comme ça où il n'y a rien. Là, ça fait plusieurs temps où il n'y a pas grand-chose. Et là, nous retrouvons notre nuage parfaitement bien comment dirais-je, à l'horizontale, qui redescend un peu parce qu'on a cassé des plus bas, et on voit bien le travail des chandeliers ici. Donc, tant que nous n'avons pas un ressaut sous ce niveau de support des 0,6850, c'est précis, 0,6850, tant que nous n'avons pas un ressaut, comme nous pouvons le constater ici, avec une clôture au-dessus de ce niveau, il n'y a pas, selon moi, matière à acheter. Et à la fois, vendre, on ne vend pas des supports. Donc la seule chose qu'il serait possible de faire, comme je disais tout à l'heure, donc là maintenant on va aligner notre ligne ici pour tenir compte des mèches que nous voyions apparaître sur le daily et qui correspondent à ce plus bas qui est ici. Je vérifie. Et ensuite, on a regardé, comme les lignes de l'Ishimoku sont précises, comme sur les billets que je venais de. Voilà. Les lignes de l'Ishimoku sont extrêmement précises et nous empêchent justement de faire des bêtises. En intraday, à très court terme, la cassure des 0,6840 pourrait engendrer 0,6824, puis le plat SSB qui se trouve ici, 0,68. Mais pour le moment, ça n'est pas cassé. La seule chose qui m'apparaît comme étant éventuellement tradable, c'est un beau ressaut sur ce niveau pour aller chercher à court terme, je dirais, revenir chercher les 0,6885. Mais encore une fois, c'est pas gagné. Alors si je bascule en H1, je vois bien que le support actuel est en train d'essayer d'être cassé. Regardez ici, le ressaut n'a pas pour autant donné, parce que c'est compliqué, si les indices baissent et s'il y a problème en Asie, l'AUD va baisser. Enfin, l'AUD USD, pardon, va baisser. GBP USD, on va pas tous les faire, mais je vous montre comment est-ce que je procède. GBP USD, maintenant je vais aller encore plus vite. GBP USD, j'ai un twist ici. J'ai mon point haut qui se trouve là et j'ai mon point bas qui se trouve ici. Donc ici et maintenant, que voulez-vous que l'on fasse? Si ce n'est peut-être éventuellement tracer une ligne de tendance comme ça. On va aller regarder ce que ça donne sur du H4. On retrouve notre ligne de tendance à l'intérieur du range. En même temps, on est sur des niveaux de support. Donc là, on a une opportunité de trading
à partir du moment où on casse ces niveaux de support. On peut trader à très court terme entre 1,2960 et 1,2921, ce qui est pas mal, hein. Il y a 40 points à prendre ici en intraday, en cas de cassure de ces niveaux, de franchissement de ces niveaux, mais alors après, il faut bien faire attention que ce soit bien cassé. Et surtout, ça devient plus intéressant au-dessous des 1,2925, où on peut venir chercher le bas du range qui est ici. Sinon, une autre possibilité, mais là, on est dans un triangle, donc c'est pas, on peut pas vraiment parler de. Voilà, vous voyez, il faut recasser ces niveaux, c'est clair, hein. Donc là, pour le moment, tant qu'on est dans ces niveaux, il n'y a rien à faire. On va basculer maintenant directement sur USD Yen parce que sur USD Yen, ben, bien évidemment, comme le Yen pardon est une valeur, bon l'USD aussi, mais le Yen plus particulièrement est une valeur refuge. À partir du moment, euh, ça c'est la SSB hebdomadaire, on va la laisser là. À partir du moment où, voilà, à partir du moment où les indices dévissent, forcément l'USD GPI baisse puisque le yen est une valeur refuge, qu'il monte, le yen monte. Alors en même temps, ça me fait rigoler parce qu'il y a un troll bien connu sur Internet qui faisait la leçon un petit peu à tout le monde en disant ha ha ha, les idiots qui vendent au-dessus des 110, normalement il faut acheter puisqu'on a cassé je sais pas quoi. Bon, le garçon en question, qui n'est pas très fut-fut, ne sait pas que ce n'est pas parce qu'on avait cassé la zone ici des 110 qu'il fallait acheter, puisque nous avons en hebdomadaire, ici on va regarder, nous avons ici en hebdomadaire cette SSB, ouais, et cette SSB, malgré la cassure du niveau des 109,80, qui était théoriquement un signal d'achat, ne pouvait pas, et c'est là où je vous dis que quand il n'y a rien, il n'y a rien, parce que les lignes de l'Ishimoku, comme je l'ai démontré au travers de la vidéo et de l'article que j'ai publié sur mon blog il y a une semaine, les lignes de l'Ishimoku sont d'une telle précision que j'appelle chirurgicales, qu'on ne peut pas les négliger. Le trader, il existe des gens qui parfois m'écrivent, me disent ouais c'est pénible avec Ishimoku, il n'y a jamais de signaux, c'est insupportable. C'est pas qu'il n'y a jamais de signaux, c'est que quand il y en a, il y en a, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et si on ne respecte pas les seuils de l'Ishimoku, on est condamné à perdre. Donc là, si on ne respecte pas la SSB qui est ici, malgré le signal d'achat qui a été délivré en cassant, là je bascule sur du H4. Ouais, c'est ce niveau-là dont je vous parle, des 110. Hein. Les 110, c'est un niveau très important. À partir du moment où on casse les 110, les individus disent il y a signal d'achat puisqu'on a cassé les 110. Non, parce que juste au-dessus, alors après, ils n'utilisent pas Ishimoku, tant pis pour eux. Juste au-dessus, ici, à 110,25, nous avons la fameuse SSB dont je viens de vous parler, qui bloque les prix. Tant que cette SSB n'est pas cassée, on n'entre pas. Regardez, on a eu des signaux en chandelier de retournement, un doji, une étoile du soir. Moi, j'attendais avec désir, si vous voulez, que ce niveau des 110,25 casse. Et après plusieurs jours en ayant stagné sous le niveau des 110,25, si ce niveau avait cassé, je serais rentré à l'achat pour certainement aller chercher le niveau des 110,70, qui est un autre niveau important de l'Ishimoku, voire les 111. Mais tant que ce n'est pas cassé, ce n'est pas cassé, je n'entre pas et donc je ne traite pas. Mais l'avantage, c'est que je ne perds pas d'argent puisqu'il n'y a pas de signal validé par l'Ishimoku. Donc là, nous avons un événement sanitaire visiblement qui provoque cette réaction sous la SSB. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons pouvoir utiliser ce niveau parce que selon moi, malgré tout, s'il n'y a pas de difficulté mondiale comme avec cette histoire d'épidémie là, de coronavirus, de nouveaux virus en Asie, en Chine, qui est en train de se répandre, s'il n'y a pas de problématique géopolitique particulière, je pense que l'USD yen, si le marché se reprend, s'il est rassuré, je ne sais pas, peut-être qu'on va nous annoncer que cette épidémie est grave et que ça va créer une panique baissière sur les indices risqués, sur les actifs risqués, ou au contraire, les gens vont être rassurés. J'entendais hier à la radio que finalement, ça a l'air d'être moins pire que le SRAS, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. Et si le marché est rassuré par je ne sais quelle information, moi je pense que l'USD Yen devrait continuer sa progression. En tout cas, j'en sais pas ce qui va se passer. Et comme je ne sais pas ce qui va se passer, je me fie à l'analyse technique. Donc, si les prix dans la journée aujourd'hui viennent, ça c'est une des plans de trading qui me séduit le plus. Si les prix dans la journée reviennent travailler ici en H1,
cette borne basse de dérive latérale qui se trouve à 109,82 sous les 110, je pourrais être tenté, vous voyez par exemple ici on a un ressaut, on a un avalement, on va jusqu'en haut, on arrive en haut, on a ici un avalement, une couverture en nuage noir, on descend jusqu'en bas. Je pourrais être tenté par un achat, avec toute la prudence que cela implique, avec un stop par exemple sous les 109,70, encaisser au niveau de la borne haute ici du range, voire laisser courir pour attendre que ça casse et à ce moment-là aller chercher les 110,70. Une autre manière de faire, mais je n'ai pas l'intention de vendre l'USD Yen. Parce que si l'USD Yen se casse la binette, selon moi, ce n'est que pour des raisons mondiales concernant cette épidémie ou autre. Un autre plan de trading peut-être plus prudent consisterait à attendre la cassure des 110,25 parce que si tout le monde est rassuré, elle va forcément intervenir. Moi, je pensais vraiment qu'on stagnait dessous ici, que ça allait intervenir. Bon, mais là, boum, patatras, ça c'est ce qui s'est passé cette nuit, mais ça, personne ne pouvait le deviner. Donc, au niveau probabilité purement technique, il était plus probable que ça casse que de voir cette dégringolade qui est provoquée par un événement mondial. Donc, si tout redevient normal, ce qui arrive souvent dans le cadre des marchés financiers, les 110,27 devraient casser. À ce moment-là, j'entrerai à l'achat. Soit, si j'ai la chance d'avoir une cassure proche de la borne basse, je rentre sur cassure. Par contre, s'il y a un chandelier qui casse violemment, j'y suis pas, que je peux pas anticiper sur M15 ou je ne sais quoi, je ne le ferai pas. J'attendrai un throwback pour pouvoir rentrer, mais en sachant que l'USD Yen, quand il décolle, il n'offre pas souvent de throwback. C'est les choses qu'il faut savoir. Voilà pour l'USD Yen. Après, on peut regarder très rapidement, mais alors là, l'euro AUD, bon, ben voilà, l'euro AUD, il est sur, ça, c'est pas inintéressant non plus. C'est pas inintéressant non plus. Nous avons ici en intraday, donc j'ai abandonné le swing trading. Là, nous avons la borne basse, savoir si elle se trouve ici ou elle se trouve ici. Pour le moment, ça n'a aucun type d'intérêt puisqu'on est en haut. Donc on verra plus tard. Donc on va la tracer n'importe où ici. Ce qui nous intéresse, c'est la borne haute ici. J'avais dit que l'AUD est fortement impacté par ce qui se passe en général en Asie. Donc ce n'est pas étonnant de voir l'euro en train de grignoter quelques points par rapport à l'AUD. Donc soit on a une cassure ici et nous avons immédiatement, et d'un point de vue visuel, c'est ce qui est intéressant avec l'Ichimoku, notre niveau de résistance ici que l'on peut aller chercher, peu importe ce qui se trouve sur les unités de temps supérieures. Bien évidemment, il faudra quand même vérifier qu'on n'ait pas une Kijun juste au-dessus sur daily ou weekly, mais ça, il suffit de savoir utiliser l'Ichimoku pour le savoir. Mais en intraday, la cible est ici, à condition que ce soit validé, on va dire ça autrement, sur les unités de temps supérieures. Soit nous avons un chandelier nous avons déjà eu le soulèvement ici, un chandelier de retournement. Bon, celui-ci n'est pas une couverture en nuage noir théoriquement parce qu'on ne dépasse pas le point médian. Et à ce moment-là, peut-être envisager de vendre pour revenir chercher le point d'équilibre qui est ici. Mais j'aurais plutôt tendance à attendre un achat. Donc, voyez ce qu'il est possible de faire sur euro AUD, USD CAD. Alors, voyons voir le pétrole. Alors le pétrole, ici, ça aussi c'est intéressant. Regardez, USD CAD, ici nous avons des choses plus intéressantes que ce qu'on en a vu sur Euro USD et ailleurs. Nous avons une dérive latérale ici, une poupée russe qui est elle-même incrustée à l'intérieur de la plus grande poupée russe, qui est ce grand rectangle que j'ai tracé ici il y a quelques jours. Donc si j'ai tracé ce grand rectangle ici il y a quelques jours, peu importe si comment je l'ai tracé, puisque si je l'ai fait, c'est que ça me semblait pertinent. Donc, ce qui me semblait pertinent il y a quelques jours, il n'y a pas de raison que ça ne le soit plus quelques jours après. Donc, je me contente de ce que j'ai fait, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et si ce niveau des 1,3080 venait à casser, 1,3081 venait à casser, il apparaît il apparaît très probable que nous irions chercher les 1,31. D'autant plus que 1,31 est un chiffre rond, on est à 1,3080, 1,3075. Donc si on casse ce niveau de résistance en intraday, je pense qu'on peut aller chercher le niveau de résistance suivant. Là, toute la difficulté de l'intraday, c'est le timing. Ici, au niveau du timing, nous avons des prix qui sont très éloignés de la Tenkan-sen et on n'entre jamais sur cassure avec des prix trop éloignés de la Tenkan-sen. C'est trop risqué. Nous pourrions avoir une cassure, un retracement sur la Kijun. Il suffit qu'on ait mis notre stop ici pour que ça reparte dans le bon sens et que le trade, l'analyste ait eu raison et que le trader ait perdu. Donc, il est impératif que nous ayons, après cette cassure, un throwback pour pouvoir rentrer. Ça va être difficile de pouvoir mettre ce throwback de l'utiliser de façon pertinente à partir du H1 puisqu'il y a peu d'espace. Donc nous pouvons basculer sur une unité de temps plus courte comme par exemple le M15 et regardez comme ici au-dessous de la borne du range que l'on vient de tracer en H1
se dessinent des chandeliers de retournement explicites, hein. Donc on pourrait envisager de vendre aussi ce niveau avec ces chandeliers de retournement explicites et venir chercher la Kijun-sen par exemple, ou ne pas le faire, comme c'est mon cas là maintenant, attendre la cassure et sur ce niveau, sur cette unité de temps, attendre le throwback, parce que si on casse, la Kijun va remonter, puisqu'elle aura franchi un nouveau plus haut. Attendre le throwback soit sur la Kijun-sen et qu'on reprenne à la hausse cette borne de range. Bon, enfin bref, tout ça, je vous le savez si vous avez suivi mes formations. Et on entre et on va chercher le point haut tout en haut. Ici et maintenant, ça ne serait pas débile, hein, stupide, excusez-moi mon vocabulaire, ça ne serait pas stupide d'entrer à la vente. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà le genre de choses que l'on peut faire. Donc je vais regarder si vous avez des questions, des commentaires, et ensuite, j'ai pas fait les actions. Mais bon, le processus d'analyse est exactement le même, hein. Vous voyez, là, vous avez en direct ma manière de faire, c'est exactement comme ça que je procède pour faire mes plans de trading. Et si j'ai un des scénarios que j'ai établi qui se met en action, j'entre, sinon je n'entre pas. Donc je vais regarder si vous avez des commentaires et des questions, et ensuite je passe aux questions que vous m'avez posées par mail, les demandes d'analyse. Oh, il est déjà 10h45, le temps passe vite, j'ai pas vu le temps passer. Alors ça c'était au début, son et alors, c'est les TP, Sandro Morol, parce que je parlais d'un petit bruit au début, il me disait c'est les TP qu'on entend. Ça doit être ça. Le son grésille de temps en temps. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas enlevé ma veste, parce qu'il fait froid dans mon bureau, et que j'ai le micro qui frotte contre le col de ma veste. Alors je fais défiler les questions. Ça c'était les bonjours. Le gap, alors Tony, les injections massives des banques centrales maintiennent les indices. Les indices sont faits pour monter, oui absolument, mais enfin bon, ça respire normalement un marché, hein, même quand il est fait pour monter. À part en scalping, vendre un indice me paraît complètement fou. Alors, ceux qui vendent en permanence, c'est avoir raison tous les 10-15 ans, on est d'accord. On ne voit pas les stochastiques, c'est normal, je les ai cachés, hein. Cachés, les stochastiques, si tu veux, je les remets. Comment on fait pour les remettre? Affichés, pouf, les voilà. Marc, 30% de gains en une année, moins 50% d'impôt. Alors, c'est pas 50%, hein, parce que si tu choisis la flat tax en fonction des impôts sur le revenu, c'est 30%. C'est plus fort que tout le reste, comme tu le dis, c'est tout à fait vrai. AUD-USD en journalier. Moi, je vois une ETE, nous dit Richie. Alors, c'est possible, AUD-USD en journalier, mais moi, je ne suis pas chartiste, donc je ne vois pas les ETE. Mais ceci dit, on peut toujours essayer de regarder. Alors, je suis pas bon hein, en chartiste. Épaule, tête, épaule. Voilà. Bon, de toute façon, oui, 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 absolument. Donc, ça peut expliquer aussi le sens de la baisse actuelle. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Tony, les lives en ta compagnie sont toujours passionnants, Patrick. Bah, merci beaucoup, Tony. Ça me va droit au cœur. Je te remercie pour cela. Parfait orateur. J'espère que je ne suis pas qu'un bon orateur. Pour info, le gold n'a pas bougé. Alors, on va aller regarder le gold parce que ça fait partie des choses que l'on m'a demandé. Anthony, Euro AUD, les prix sont juste sous une SSB daily et la Chikou Daily sous une SSB aussi. Alors ça, c'est une information importante puisque par paresse et fainéantise, je viens de dire, alors non, c'est quoi? Euro AUD, pardon. Euro AUD, Euro AUD. Par paresse et fainéantise, je viens de dire, voilà, si ce range ici, alors vous voyez, là on est en train d'avoir des signaux de retournement baissier, hein. C'est tout à fait possible de vendre ici cette mèche haute avec ce chandelier de retournement, le tout suracheté. Je disais tout à l'heure que si ce niveau cassait, on avait ici un niveau évident et que bien évidemment, il faudrait le valider sur les unités de temps supérieures. Donc Anthony le fait pour nous, merci Anthony, en nous expliquant que juste au-dessus des prix, ici, nous avons les prix et la Chikuspan bloqués par des niveaux de l'Ishimoku qui ne nous permettent donc pas d'aller chercher ce niveau et qui expliquent aussi pourquoi il y a un retracement actuellement sous le range. Alors Passage, on va aller voir le gold. Si tu as le temps, la Française des Jeux. Tiens, ça va être sympathique, ça, la Française des Jeux. Pourquoi pas, me dit Sandro. À quelle heure vous commencez à faire votre
analyse, me dit Ali Reza. Ben, quand je suis là, quand j'ai le temps, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut se lever à 5 heures du matin pour faire ses plans de trading. Je trouve que le trading a cela de confortable qui nous permet d'avoir une vie. Donc moi, je ne vis pas du trading exclusivement, vous le savez, hein, mais en même temps, j'ai beaucoup de temps pour m'y consacrer. J'ai cette chance. Et même si je devais en vivre, je vois pas l'intérêt de se lever à 5 heures du matin pour faire ces plans de trading. C'est cela de confortable qui nous offre une liberté qu'il serait dommage de gâcher par des principes moraux consistant à devoir se lever tôt le matin. Non, on peut tout à fait vivre selon nos désirs. Dans celui qui est lève tôt, ben, il fait ses analyses à 5 heures du matin, mais tant qu'on n'a pas en intraday, tant que les marchés ne sont pas ouverts à 9 heures, ça ne me paraît pas extrêmement pertinent. Ça l'est, par exemple, pour les gens qui peuvent travailler et qui veulent observer les clôtures daily pour pouvoir préparer leur plan de trading. Mais pour ceux qui ont envie de faire la grasse matinée, on peut très bien faire ces analyses à 10 heures, à 9 heures, à 11 heures, à 14 heures. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Quelle que soit l'heure, il y a des plans où il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Après, effectivement, on peut rater des plans. Par exemple, il y aurait très bien pu y avoir des scénarios de trading qui se sont appliqués à 10 heures du matin. Et si je n'ai pas regardé à 10 heures du matin parce que je faisais autre chose, ben, je les ai ratés. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il y en aura d'autres à 14 heures. Et puis si c'est pas le cas, il y en aura demain ou après-demain. Donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de. Selon moi, hein, je dis bien que selon moi, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut avec le trading en se libérant des principes moraux. Salomon, Patrick, je remarque que votre stochastique est en 14.3.5 au lieu de 14.3.3. Explication, s'il vous plaît. Pas d'explication. C'est parce que c'est les réglages par défaut, je pense, de ProRealTime et ils me vont très bien comme ça. D'autant plus que si on trade les chandeliers japonais, on oublie Ishimoku. Par exemple, on voit ce soulèvement ici, ou cette fausse couverture en nuage noir. On voit bien qu'elle apparaît en zone de surachat des stochastiques, qu'il soit réglé en 14.3.5 ou en 14.3.3. Et ici aussi. Donc à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Et en bas, avec ce chandelier de retournement, bon, ben là, il est pas. Parce que vous savez qu'il y a une technique qui consiste à trader comme ça les chandeliers de retournement avec les stochastiques ou en survente ou en surachat. Donc là, ça fonctionne très bien comme ça, donc ça me vient comme ça aussi. En même temps, les stochastiques, je les utilise pas beaucoup. Je les ai par habitude. Je les ai parce qu'ils me rassurent. Vous savez, les traders, on a besoin d'être rassurés par des éléments visuels, mais je les utilise pas tant que ça. J'ai toute l'information déjà délivrée par l'Ishimoku. Ici, je vois bien que les chandeliers japonais sont très éloignés, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, donc je suis en surachat, donc je n'ai pas besoin de regarder les stochastiques. Voyons maintenant vos questions. Alors, Sofiane. Alors, c'est très intéressant, Sofiane. Alors déjà, Sofiane, merci beaucoup parce que tu m'envoies un email avec beaucoup d'éloges sur la formation et sur mes vidéos, etc. Donc, je t'en remercie beaucoup. Je sais que tu n'es pas là et que tu vas regarder en différé sur YouTube. Et tu me demandes de regarder Swatch Group et j'ai beaucoup aimé ton analyse. Donc là, nous avons une véritable analyse de swing trader, je dirais même plus d'investisseurs sur le long terme. Alors, déjà, il faut savoir écrire Swatch sur le long terme, chose que je ne fais pas. Mais c'est vraiment une excellente analyse pour les personnes qui investissent, les vrais investisseurs actions. Là, on a une vraie analyse de vrais investisseurs actions. Swatch Group. Donc, Sofiane nous dit qu'il voit un bébé abandonné la semaine 24 de 2018. Donc, je jette un œil, je vois le bébé abandonné ici. Alors, les puristes nous diront que pour avoir un bébé abandonné, blablabla, blablabla, il faut un gap, blablabla. Mais les puristes n'ont pas compris que le dogme en matière d'analyse technique ne fonctionne pas. Donc, nous avons bien un bébé abandonné ici en semaine 24, qu'on pourrait aussi appeler une étoile du soir si il n'y a pas le gap. Mais comme pour une étoile du soir, il faut aussi un gap, ils vont pas arrêter de nous casser les pieds. Donc, nous, on accepte cette configuration comme bébé abandonné en 2024. Ensuite, ce bébé abandonné en semaine 24, ici en 2018, provoque, entre autres, ou en tout cas provoque, la dégringolade du titre Swatch. Ensuite, Sofiane nous dit qu'il y a un avalement baissier en semaine 23 2019. Donc je cherche l'avalement baissier en semaine 23, je ne le trouve pas. Donc j'imagine que Sofiane, tu as voulu parler de ce chandelier qui ressemble à un avalement haussier, parce que là encore les puristes nous diront c'est une pénétrante, mais on peut le considérer aussi comme un avalement haussier. Parce que si c'est de ce chandelier dont tu parles, il n'avale pas,
et un avalement baissier ne peut pas se trouver en bas de tendance, mais en haut de tendance. Donc, je pense que c'est un lapsus, une faute de frappe. Tu as certainement dû vouloir dire un avalement haussier. Et je suis d'accord avec toi. Donc, Sophia nous dit, est-ce que cet avalement, ici, ce chandelier de retournement sur ce point bas, pourrait être considéré comme la fin de tendance baissière et le début d'un retournement? Alors, pour le savoir, je regarde les plus bas historiques et je vois que nous avons ici un plus bas historique qui pourrait être aussi atteint. Il faut faire attention à ce que ce niveau ne soit pas visé par le marché, qu'ici nous soyons juste dans une dérive latérale d'attente, de consolidation pour continuer et aller chercher ce point bas au niveau des 241. Attention, ici, nous pourrions aussi avoir ce que l'on appelle un double bottom. Donc tout cela est tout à fait possible, Sofiane. Ensuite, partant du principe, nous dit Sofiane, que nous pourrions avoir une fin de tendance baissière suite à ces chandeliers, ici aussi nous avons une jolie pénétrante, et nous avons aussi presque un creux en pince, nous dit Sofiane. En partant de ce principe, on bascule sur le graphique daily, donc j'aime beaucoup cette analyse. Alors, c'est une action suisse, je n'ai pas activé les données en temps réel, donc je suis sur des données différées. Alors, on agrandit tout ça. Et Sofiane nous parle d'un range entre 277 et 280. Donc 277 et 280. Alors, à mon avis aussi, tu as dû vouloir dire 267 et 280. Moi, je vois un range. Alors, on va essayer de retracer ton range, Sofiane, puisque là, nous sommes typiquement dans une configuration de poupée russe. Nous avons ici, regarde ici, point haut, point haut, point haut. Donc, à partir de là, et bon, niveau de résistance au-dessus, nous pouvons tracer une deuxième boîte ici. Et puis finalement, une grande boîte ici. Voilà, voilà ce qui se passe, parce que depuis 2019, là, dont tu parlais, il y a eu quand même une poussée jusqu'à 312. Donc, tant qu'on ne sort pas de ce grand rectangle, il est difficile de dire si la tendance baissière s'arrête et qu'il va y avoir un rebond pour reprendre une tendance haussière. Par contre, on peut matérialiser ces différents rectangles. Comme tu as un horizon d'investissement qui est très long, on ne va pas tenir compte de ce range. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. Il faut à minima attendre de sortir de 260 par le bas ou de 290 par le haut. Au-dessus des 290, qui est d'ailleurs la borne d'un gap ici, pour faire référence à ce que je disais à Marc tout à l'heure, il m'apparaît probable qu'après trop bas, qu'on puisse aller chercher les 311 de nouveau, les 310, on va dire. Par contre, si cette dérive latérale bornée ici à 260 venait à casser par le bas, à ce moment-là, il m'apparaîtrait probable qu'on revienne chercher à nouveau les 249 ici. Et là, si ça casse, on ira chercher le point bas que je t'ai montré tout à l'heure. Si ça casse pas et qu'on a des chandeliers de retournement ici, on peut continuer à acheter. Donc c'est pas si simple, c'est soit on achète ici, soit on ne veut pas vendre ce petit morceau de gâteau qu'il se trouve ici, soit on achète ici, dans le cadre de ton horizon de temps, qui a l'air d'être important. Et pour finir, tu me demandais si validation, tu disais achat au-dessus des 311. Donc on est tout à fait d'accord, tu vois, 311 c'est ici, donc achat au-dessus des 311. C'est vrai que le jour où, mais alors ça peut mettre des semaines, des mois, hein. Là il va falloir être patient, Sofiane, au-dessus des 311. Si les 311 venaient à casser, effectivement, on pourrait tout à fait acheter. Et là tu me demandes si c'est le cas, est-ce que je dois attendre la cassure d'un chandelier daily ou weekly? Alors là, la question des horizons de temps et de l'anticipation, d'ailleurs Anthony va nous écrire un article sur ce sujet, est une vaste question. On peut très bien entrer en daily après trop bas, hein. Il ne faut pas que les prix soient trop éloignés de la Tenkan-sen pour pouvoir rentrer sur cassure. Mais forcément, à chaque fois qu'on entre sur une unité de temps après une cassure, on anticipe forcément sur la suivante. Mais ça n'a pas de fin. Puisque, effectivement, si j'entre sur cassure ici un mardi, je peux très bien entrer avec une cassure daily le mardi et le vendredi voir les prix qui n'ont pas franchi la résistance en clôture hebdomadaire. Donc, mon anticipation n'aura pas réussi. Mais si j'attends la clôture weekly, je peux aussi avoir une clôture mensuelle en dessous et la clôture mensuelle, une clôture trimestrielle et annuelle et biannuelle et on ne s'arrête jamais. Donc moi je pense que si tu as une clôture
toute façon, vu l'horizon de temps sur lequel tu veux rentrer, tu peux tout à fait attendre une clôture weekly. Mais tu peux aussi rentrer en clôture daily en sachant que le risque de l'anticipation existe toujours. C'est pour ça qu'il faut rentrer avec un bon timing. Je laisserai casser, j'attendrai le throwback sur des lignes de l'Ishimoku et à ce moment-là, je rentrerai dans la tendance. Acheter en bas ici n'est pas stupide non plus, avec un stop sous les plus bas qu'on a vu tout à l'heure, à condition d'envisager que cette tendance baissière soit terminée. Bravo pour cette très belle analyse, Sofiane. Sandro, Air France et le Gold. Donc on va commencer par Air France. Air France, Daily, bon ben là c'est pas compliqué, hein. Sur le Daily en tout cas c'est pas compliqué, on regarde le nuage de l'Ishimoku, on voit qu'il est à l'horizontale, même si le twist est plus haut, il y a des plus bas ici, il y a un plus haut ici, nous savons que nous sommes dans une dérive latérale et qu'il n'y a pas de tendance. Voilà, c'est plié, et ici nous avons, hop, un autre rectangle. Donc tant que les prix, alors ici ce doji, ici, je crois que j'en avais déjà parlé, n'est pas valable selon moi. Donc là, on a parlé de Bukowski qui fait des statistiques sur les chandeliers japonais, comme quoi ça marcherait pas. Mais alors évidemment, il fait des statistiques sur les chandeliers japonais n'importe où. Genre par exemple, j'ai une statistique sur ce doji. Donc un doji n'a aucun type d'intérêt s'il n'est pas placé parfaitement. Ici, le doji, s'il faisait des statistiques sur des dojis parfaitement bien placés, il aurait un autre type de résultat. Regardez comme le doji ici fonctionne et regardez comme le doji ici n'a aucun type de signification. Donc ce doji ici, il aurait fallu que la mèche à minima vienne chercher le bas du range. Donc il n'est pas significatif pour acheter. Donc à mon avis, les prix vont continuer à aller chercher le bas de la dérive latérale à 8,88 à minima, voire à 8,58. Donc tant qu'on n'arrive pas sur ces niveaux, il n'y a pas matière à acheter. Et vendre ici en surachat ne me paraît pas, à découvert, ne me paraît pas pertinent. Il faut à minima attendre qu'on vienne chercher ces niveaux pour pouvoir acheter. Le gold. Alors le gold, alors ça c'est vraiment un actif que je ne traite pas. Je suis incapable de trader une chose aussi volatile qui répond aussi mal aux critères de l'analyse technique. Pour moi, le gold est un actif risqué qui devrait plutôt être mis dans la catégorie pari sportif ou pari de trading, mais en tout cas pas d'analyse technique. Le gold est un actif qui ne bouge pas et qui ne réagit que quand il y a des problèmes géopolitiques, des bruits de bottes ou comme ça. Donc j'ai rien à dire sur le gold, si ce n'est qu'une fois qu'il a cassé sa dérive latérale ici, donc là, on est sur du daily. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, bien évidemment, hein. On casse la dérive latérale. Là, c'était quand les indices baissaient. Là, je ne sais pas quoi. Je pense que c'était les bruits de bottes en Irak, là, hein, les bombardements en Irak entre l'ayatollah et Trump. Donc ensuite, ça se calme, donc ça redescend, les indices remontent, et puis ici, comme on ne sait pas trop si ça va monter, si ça va baisser, ben ça bouge plus. En tout cas, suite à la cassure du range, vous voyez ce que je vous disais, on n'achète jamais sur cassure. Ça revient tracer sur la Kijun-sen ici, ça repart en haut, et là maintenant personne ne sait. Donc si tout le monde s'affole avec l'épidémie en Asie, eh bien les indices vont baisser et le gold va reprendre ici pour remonter. Si tout se calme, a priori, il va rentrer dans sa niche et les indices vont remonter. Je n'ai rien d'autre à dire sur le gold. Patrice, GBP USD en H1. GBP USD en H1. GBP USD en H1. Ne l'a-t-on pas fait tout à l'heure, celui-là, en introduction? Il me semble qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc là, je regardais si les biseaux, ça marchait. De temps en temps, je fais des tests comme ça, j'enlève Ishimoku. C'est pratique avec la V11. Regardez, vous faites un clic sur Ishimoku, caché, poum, vous avez plus Ishimoku. Donc vous pouvez vous amuser à faire des tests, par exemple. Bon, là, je fais un petit aparté, hein. Vous pouvez vous amuser à faire des tests, par exemple. Vérifier si comment ça marche Ishimoku. Bon là on peut pas parler véritablement d'un biseau, mais à un moment donné je voyais un biseau, tiens je me suis dit tiens voyons voir si ça casse. Effectivement le biseau a bien cassé par le bas. Là nous avons une espèce de V-bottom, enfin c'est pas une espèce, hein, c'est un V-bottom. Donc a priori si on fait du chartisme pur et dur, on a la ligne de coup ici, on reporte la ligne de coup, hop, ah merde c'est pas comme ça, veuillez m'excuser, on a la ligne de coup ici, donc je prends la droite. Normalement, je dois pouvoir la déplacer ici et normalement, nous devrions aller chercher cet objectif. Ici, qui se trouve ici. Vous voyez, comme quoi, là, le chartisme, ça marche bien aussi. Le tout borné à l'intérieur d'un magnifique triangle, c'est très sympathique à faire. Donc maintenant, je reclique sur Ishimoku et je fais afficher. Et donc, je regarde à quoi ça correspond. Bon, ben, ça correspond aussi à, en fait,
En réalité, Ishimoku, grâce à son nuage, nous permet de voir que nous sommes dans une dérive latérale comme ça. Et bien que ça fonctionne bien ici au niveau du chartiste, en réalité, ce qui fonctionne, c'est qu'on arrive en haut de la borne haute de cette dérive latérale et boum, on a un avalement qui conduit jusqu'en bas. Ici, on a une étoile du soir avec un avalement et a priori, une fois la zone d'équilibre cassée ici, qui correspond grosso merdo à l'effet de la balançoire là, pour trouver les TP avec le chartisme, au-dessus de ce niveau, a priori, on devrait revenir chercher à minima la zone qui se trouve ici. Là, maintenant, c'est trop tard pour acheter ou pour faire quoi que ce soit, il fallait le faire ici. Ou à la cassure de la ligne de coup après le pullback ici du V-bottom, chartiste. Voilà pour GBP USD. Nicolas. Alors, Nicolas m'envoie un mail en me disant « Je ne suis pas encore rentable malgré ta formation. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, des analyses M15 sur le Forex, notamment en range, pour l'euro USD, l'USD Yen, le Dow Jones, le DAX, le Gold et le pétrole. Et tu me dis ensuite, attendre H4 n'est pas facile, surtout quand on a du temps comme moi, où je peux avoir du temps l'après-midi. Donc là, Nicolas, d'abord, merci pour ta sincérité, et c'est normal que tu ne sois pas rentable, parce que ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'il faut trader à tout prix. Si malgré le temps, il y a des opportunités, il y a des opportunités. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'autant plus que tu me demandes des analyses en 15 minutes sur le Dow Jones, le DAX, le Gold, l'Oil. Alors quand on débute en trading, trader le DAX, le Dow Jones, le Gold et l'Oil, c'est là à peu près certitude de perdre. Le Gold, c'est hyper volatile et ce n'est pas technique, et encore moins en 15 minutes. Le pétrole, n'en parlons pas. Alors là, s'il y a vraiment un truc presque intradable pour moi, c'est le pétrole, notamment en intraday, tellement c'est volatile et géopolitique. Et pour le reste, soit il y a des signaux, soit il n'y en a pas. Donc, alors, euro-USD en 15 minutes. Donc, on va se placer en 15 minutes et on va voir si j'étais à ta place ce que je ferais. Euro-USD en 15 minutes, ici et maintenant. Alors, plus on trade sur des unités de temps courtes, plus on prend des risques aussi, hein, vous le savez ça. Il est plus facile de gagner des trades sur du H4 ou sur du H1, voire même du daily, que sur du 5 minutes ou sur du 1 minute. Ici, nous sommes en pure dérive latérale sur le euro-USD. Un signal en retournement, comme nous avons ici, avec un soulèvement au-dessus de cette dérive latérale, est théoriquement un signal de vente. Après, il faut voir dans quel contexte se trouve ce graphique sur les unités de temps supérieures. Donc, on valide cela en allant regarder les unités de temps supérieures, ou bien on attend que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Donc là, admettons que les prix viennent faire un soulèvement ici, puis-je envisager de vendre? Donc, pour le savoir, je bascule sur le H1. Je ne vois pas d'inconvénient sur le H1, d'autant plus qu'on est dans une tendance baissière et qu'a priori, la borne basse de la grande dérive latérale se trouve à 1,1071. Donc ça m'apparaît plus pertinent que d'acheter en bas, mais après, on ne sait jamais. Hein. Et si je bascule sur Daily, par exemple, sur Daily, voilà, les prix normalement sont censés revenir sur le niveau des 1,780, donc pourquoi pas? C'est survendu néanmoins en daily, donc comme c'est survendu, on peut retracer davantage. Donc du coup, c'est moins pertinent. Voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Là, je fais très très vite. Hein, pour faire des analyses sur le M15, il suffit pas de regarder ce qui se passe sur le M15, il faut valider sur les unités de temps supérieures. USD Yen, on l'a déjà fait, donc pas la peine d'y revenir. Dow Jones, DAX, Gold, Oil, j'ai dit moi-même que je n'y touchais pas. Donc je ne vais pas faire des analyses pour quelqu'un d'autre en sachant que moi-même je ne le fais pas parce que je considère que je n'en suis pas capable. Sébastien, USD NOC. Alors Sébastien nous dit aussi qu'il apprécie beaucoup ma formation, mais que lui non plus n'est pas rentable. Vous voyez, il y a des gens des fois qui m'envoient des emails ou des commentaires ici en direct et qui me disent merci, grâce à ta formation, ça marche super bien. Puis il y en a d'autres qui me disent que non. Donc j'ai l'honnêteté intellectuelle de vous en faire part. Mais Sébastien, USD NOC. Alors ça aussi, c'est pas des paires qui sont en général, alors, en toute gentillesse, vraiment, sans dire vouloir, quand on cherche des opportunités sur USD NOC, c'est qu'on n'en trouve pas ailleurs. Donc, si on n'en trouve pas ailleurs, le mieux, c'est peut-être de ne pas trader. Néanmoins, USD NOC, alors, sur une semaine, Sébastien nous dit, en hebdo, j'ai pris position en bas du canal haussier, et tu m'envoies un graphique pour me montrer. Donc, Sébastien, tu es confronté à toute la problématique du chartisme.
Voilà comment tu traces ta, si elle veut bien, ta dérive latérale. Pourquoi pas? Nous avons un point de contact en bas, un point de contact aux 2/3 et un point de contact ici. Donc pourquoi pas? Mais toute la problématique des tracés chartistes, c'est l'objectivité, la subjectivité. Moi, je ne tracerai pas ma droite comme ça. Selon ce que je sais du chartisme, mais je ne suis pas chartiste, c'est comme ça qu'il faut tracer la droite. Il faut relier le plus de points possible et ne pas tracer les droites en fonction de ce que l'on a envie de voir parce qu'on a envie de trader. Je ne dis pas que ce soit ton cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc ici, c'est beaucoup plus pertinent. Point de contact, point de contact, point de contact, point de contact, point de contact pile poil au milieu. C'est la définition d'une ligne chartiste. Point de contact, point de contact, point de contact. C'est comme ça qu'il faut tracer la droite chartiste et non pas telle que tu l'as tracée. Donc tu positionnes ici en bas de la droite chartiste. Oui, sauf que la droite chartiste, elle est au-dessus. Mais tu as acheté une formation Ishimoku et la formation Ishimoku n'indique pas qu'il faille acheter sur une droite chartiste, qui plus est avec la difficulté que représente son tracé, sous la Kijun-sen. Quoi qu'il arrive, on n'achète pas sous la Kijun-sen. Donc là, ici, tu achètes sur la droite chartiste, mais sous la Kijun-sen. Donc ça peut expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas respectueux des règles de l'Ishimoku. On n'achète pas sous la Kijun-sen. Qui plus est, si tu bascules sur mensuel, puisque tu achètes en hebdomadaire, on va valider ou invalider le scénario sur un graphique mensuel. Et si tu regardes le graphique mensuel, et que tu tiens compte des chandeliers japonais, donc ok, nous sommes dans une tendance haussière, mais surtout ce que tu dois voir d'un point de vue Ishimoku ici, c'est qu'ici nous avons une série de chandeliers japonais avec un énorme avalement baissier qui casse la Tenkan-sen, donc qui théoriquement, donc là on voit que la droite chartiste est bien tracée aussi, qui théoriquement donne un signal baissier, et qui, nous le savons, lorsque la Tenkan-sen est cassée, la probabilité pour que les prix retracent de 50% jusqu'au plat Kijun est très important. Donc nous avons plus un signal baissier qu'un signal acheteur. Donc le signal acheteur sur la droite hebdomadaire que tu as tracé n'est pas validé, selon moi, sur l'unité de temps supérieure, de même qu'elle n'est pas validée sur l'unité de temps de référence, puisqu'on n'achète pas sous une Kijun-sen. Voilà, voilà. Après, ça va peut-être marcher aussi. Et si pour finir, tu affines ta prise de position sur le daily, tu t'aperçois que sur le daily, tu achètes un double top probablement ou un triple top qui a été cassé. Tu vois, regarde, c'est extrêmement baissier, c'est cassé, donc c'est très très baissier. Regardez, comme la Chikuspan revient tester la ligne de tendance que j'ai tracée, donc ça c'est un signal aussi important. Et le tout sous un niveau de Kijun-sen, à nouveau ici, et sous le plat SSB qui est ici. Donc d'un point de vue purement Ishimoku, il n'y a pas de signal d'achat sur l'USD NOK. Et pour finir, et ce sera la dernière, Française des Jeux. Alors peut-on vraiment faire une analyse sur la Française des Jeux? Ça déjà j'en sais rien. On n'a pas assez de... Même les lignes de l'Ishimoku ne sont pas encore tracées, donc on va faire... Comment on va faire? Sans Ishimoku, moi je n'existe plus. On va basculer sur du H4, donc là c'est l'introduction, j'imagine, hein, le 3 décembre 2019, c'est l'introduction. Tout le monde est content, et depuis, écoutez, ça ne bouge pas. Et là on a une cassure de dérive latérale ici. Ça c'est un drapeau, hein, c'est un drapeau haussier, mais bon, on n'a pas d'historique, donc là nous avons le mât, nous avons le drapeau, mais le drapeau est en train de casser par le bas, ce qui n'est pas bon signe. Je ne serais pas étonné que l'on retrace de 50% de toute cette introduction ici, jusqu'au plat SSB qui se trouve ici, qui représente 50% du mât que nous avons ici. Donc je ne serais pas étonné que les prix reviennent chercher ici le niveau des 23. De là à le faire, ça c'est sur du H4. Si on regarde en hebdomadaire, ouais, on retrouve le mât, on retrouve le drapeau, qui est en train d'être cassé, probablement. Purement, ça c'est purement chartiste et chandelier japonais, pour revenir chercher
le point central du mât, ici, c'est très fréquent. Et si on casse le point central du mât, ben, à ce moment-là, on pourrait retracer jusqu'au point d'introduction. Voilà, voilà. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions, et on va s'arrêter ici. Connexion galère Internet, me dit Rivo, je regarderai sur YouTube avec grand plaisir. Le trading, dit Richie, c'est psychologique. C'est très psychologique. Pierre dit, j'ai un son épouvantable. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Faut voir sur ta carte graphique, ton... Je sais pas. Ali Reza, c'est super ce que vous faites. Est-ce que vous expliquez tout ça en détail durant votre formation, s'il vous plaît? Beaucoup plus en détail, de façon très détaillée, par écrit et avec des vidéos. Merci Roberto, bonne semaine. Merci beaucoup Marc. Mathieu, merci Patrick, c'était très bien. Merci Pat, bonne semaine Ludovic. Merci à vous tous. Je vous remercie et je vous souhaite aussi une excellente semaine. Et merci d'avoir, pour ceux qui ont réussi à attendre jusqu'à la fin de cette émission très longue. En tout cas, merci. Grâce à vous, je progresse chaque jour et vraiment, je vous en remercie de tout cœur. Bye bye, à bientôt.